et à tous et bienvenue dans cette masterclass qui portera sur le sujet de la communication responsable. Donc, selon l'ADEME, la communication responsable est une communication plus sensible aux enjeux écologiques et qui s'interroge autant sur le fond que sur la forme du message. La communication responsable n'est donc pas un objet ni une fin en soi, mais bien un processus systémique. Pour en parler avec nous ce matin, nous sommes accompagnés d'Adrien Martial de l'entreprise Iota. Adrien, merci pour ta disponibilité ce matin pour cette masterclass. Je vais donc te laisser le micro pendant les 30 prochaines minutes pour que tu nous partages ton expertise. Puis nous garderons 15 minutes de questions-réponses. Donc pour les participants, n'hésitez pas à les adresser vos questions directement dans le chat. Adrien, je te laisse le micro. Bien sûr, Tance. Eh bien, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va chercher à comprendre comment rendre sa communication de l'entreprise un peu plus responsable. Donc moi, je suis Adrien Martial, j'ai fondé Iota il y a 6 ans maintenant. Iota à la base est un studio 3D qui a développé des domaines de compétences. Aujourd'hui, on s'est un petit peu développé et on propose aujourd'hui de tous les domaines de la vidéo et de la communication. De la 3D jusqu'à du motion design, jusqu'à le positionnement d'entreprise et jusqu'au web, et plus particulièrement au web éco-conçu, puisque nous sommes une entreprise à mission, nous sommes une des premières entreprises à mission de France. Et nous avons développé, nous suivons en fait 3 objectifs, nos objectifs d'entreprise à mission, qui sont le premier, de proposer de la communication responsable, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, soutenir les structures à impact et sensibiliser et partager nos valeurs. Donc, on va passer directement au sujet d'aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va partir sur ce sujet qui est super large. On va le faire en 2 étapes. D'abord, la forme. Donc, comment réduire l'empreinte des contenus en eux-mêmes, des campagnes. Et en second, le fond, le message en lui-même. Comment faire en sorte qu'il soit aligné aux problématiques d'aujourd'hui. Donc, en premier lieu, on va parler du web, parce que toute entreprise a un site internet, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense moins, l'impact du web en lui-même, mais l'impact du web est important. Donc, je vais vous donner, on va commencer même par un petit atelier où je peux vous laisser flasher le petit QR code qui vous permettra d'accéder à un site qui vous permet d'analyser la performance écologique de votre site web. Voilà, vous pouvez aller voir, comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est important et je vais vous laisser un petit peu de temps pour aller dessus. Vous pourrez même poster sur le chat quel est le score de votre site web. Donc, quelques recommandations pour réduire l'empreinte de son site. En premier lieu, c'est comme pour le reste d'ailleurs, c'est éviter le superflu. Il faut essayer de réduire au maximum ce qui est inutile. Il faut savoir que 70% des contenus d'un site, plutôt des fonctionnalités d'un site, ne sont pas utilisées. Donc, il faut le prendre en compte. Ça fait partie, c'est la première des choses dans l'éco-conception. Ensuite, on peut essayer de limiter tout ce qui est animation, tout ce qui est interactivité. C'est vrai que c'est ça qui pompe sur un site internet. Donc voilà, est-ce que toutes les sections de votre site sont visitées? Est-ce que toutes les interactivités sont utiles? En deuxième, c'est limiter les contenus. Les contenus, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre, quoi. On va en parler plus en détail par après, mais est-ce que tous mes contenus sont bien compressés? Est-ce qu'ils sont tous utiles? Voilà. Et en troisième, est-ce que les contenus sont hébergés sur mon site ou est-ce qu'ils sont hébergés, si c'est de la vidéo, est-ce qu'ils sont hébergés sur YouTube? Tout ça, c'est très important. Et donc l'hébergement, effectivement, il existe aujourd'hui des hébergements qui sont plus responsables que d'autres. Et donc, vous pouvez vous diriger vers Greenhost ou essayer d'aller plonger dans cet univers-là. Voilà, donc comme le champ de l'éco-conception est extrêmement large,
toujours que c'est un continuum en fait, hein, et c'est au client en fait. Nous on propose tout le continuum, et c'est au client de savoir où est-ce qu'il va placer le curseur. Ici, c'est un exemple de curseur placé au maximum, hein, parce que alors, ce site-là fonctionne à l'énergie solaire branchée directement sur une batterie et branchée sur un panneau solaire. Et donc, le fond du site représente le niveau de charge de la batterie. Donc, là, ils sont allés vraiment très loin. Mais vous pouvez voir aussi que les images sont en bichromie. Donc, on réduit en fait les informations qui sont réduites dans l'image. Donc, ça permet de mettre des images quand même, mais de réduire le poids nécessaire à l'image. Et voilà, hein, donc pas d'interactivité. Il y a aussi certaines polices qui consomment moins. Voilà, donc là, c'est vraiment le maximum. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de primordial de se dire où est-ce que moi, j'ai envie de placer le curseur. Donc ensuite, les contenus graphiques. On parlait de contenu, on parlait d'images, de vidéos. Les contenus en eux-mêmes, c'est essentiel. On a tous besoin de contenu quand on communique en entreprise, que ce soit des vidéos, que ce soit des images, ou même on envoie des images aux clients, on envoie des contenus, on utilise des contenus en diffusion sur les salons. Comment réduire l'empreinte du contenu en lui-même? Avant tout, il faut l'adapter aux besoins. C'est encore une fois la sobriété. Hein. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une vidéo en 4K alors qu'elle va être diffusée sur des téléphones, ou est-ce qu'elle va être diffusée sur mon site, sur la page de mon site? Donc ça, c'est vraiment la question à se poser. Aujourd'hui, on propose du 8K, enfin bon, nous on ne propose pas très peu, mais, mais voilà. Est-ce que c'est bien utile? Alors que pour bien des fois, une vidéo en HD suffirait pour la méthode de diffusion. Voilà, une vidéo, est-ce qu'elle est aussi bien dimensionnée dans sa longueur? Parce que, faut le savoir, une vidéo, plus elle est courte, plus elle est efficace. Donc c'est à prendre en compte aussi. Je dis toujours que nous, en tant que communicant, on a une nécessité, et même en tant qu'entreprise, on a une nécessité d'efficacité. C'est-à-dire que notre monde est a des ressources finies. Et donc, à ce titre, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On ne peut pas diffuser à tout va. Il faut que ce qu'on diffuse soit efficace et optimal. Donc voilà, les contenus, bien les formater. Et une fois qu'ils sont bien formatés, les compresser. Alors la compression, c'est quelque chose d'obscur en un sens, mais c'est quelque chose aussi d'étonnant, j'ai envie de dire, et de fascinant. Moi, je trouve ça fascinant, parce que c'est quand même, donc la définition, c'est comment on peut, en fait, transmettre des données en réduisant le poids de stockage, en disant le volume de stockage, et en réduisant le poids, tout simplement. Donc on peut compresser une vidéo, on peut compresser une image, on peut compresser un son. Hein. La compression, c'est tout simplement, quand vous voyez point quelque chose, c'est la méthode de compression. Donc vous pouvez demander à votre agence, par exemple, ou votre entreprise qui réalise votre contenu, de compresser au maximum les contenus qu'elle propose. En fait, elles font peu, parce qu'on essaie de pousser la qualité au maximum, mais en fait, c'est un vrai travail à faire. Mais ça ne fera qu'augmenter la performance de vos contenus. Parce que voilà, si c'est sur votre site, le chargement sera plus rapide. Si c'est en partage aux clients, ils le téléchargeront plus facilement, ça évitera les erreurs. Donc voilà, et si vous voulez si vraiment vous devez partager des images dans un mail, je ne le recommande pas, vous pouvez les compresser et donc en partager bien plus. Il faut savoir que vous pouvez économiser plus de 80% du poids. Voilà. Un PNG, ça s'optimise vraiment à hauteur de 80%, donc c'est énorme. Un petit focus sur les équipements de diffusion, parce que voilà, les contenus vont être diffusés quelque part. Je voulais parler et je voulais rappeler en fait que dans les émissions du numérique, 80% des émissions du numérique sont dues à la fabrication du matériel. Donc si vous voulez réduire l'empreinte de votre entreprise au niveau du numérique, une des actions les plus simples, c'est de travailler le parc informatique, travailler la politique d'achat, avoir une politique d'achat responsable. C'est en fait réfléchir à ce que j'achète, réfléchir à la fin de vie de mon matériel, acheter du reconditionné par exemple, c'est un bon point.
Et donc voilà, le cycle de vie, augmenter le cycle de vie au maximum et réduire son empreinte à ce niveau-là. Voilà, c'était le petit focus sur le matériel qu'on ne sait pas forcément et qu'en fait super important. Voilà, même la fabrication d'un Mac, par exemple, c'est 80 ans de son fonctionnement, par exemple, en termes de mission. Donc voilà, si vous voulez réduire votre impact, gardez votre ordinateur. Donc ensuite, les supports de communication lors des événements. C'est vrai qu'on a tous, on mobilise ou on intervient de temps en temps lors des événements. Et c'est vrai qu'on se demande comment réduire l'empreinte de l'environnement, de l'événement en lui-même. Donc, quelques petites... donc encore une fois, c'est la frugalité. Est-ce que j'ai besoin de 4 écrans qui diffusent en boucle plusieurs vidéos? J'en suis pas sûr. Est-ce que je peux réutiliser mon stand? Est-ce que mon stand, si je ne peux pas le réutiliser d'année en année, est-ce que je peux le valoriser? C'est-à-dire, est-ce que je peux, lors de sa destruction, il y a des entreprises qui proposent de valoriser l'énergie. Tout ça, c'est intéressant à réfléchir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un événement, la majeure partie en fait des émissions d'un événement, c'est quand même le déplacement et le transport des personnes qui viennent. C'est pour ça qu'exceptionnellement, je ne suis pas venu en hélicoptère. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, il y avait aussi Shine qui avait analysé un petit peu l'empreinte de ces stands et que vous voyez que voilà, 50% en fait des émissions, c'est le transport des participants. Plus d'un tiers, c'est le stand, la fabrication et la mise en place du stand. Et donc, c'est sur ces deux canaux-là que vous pouvez agir. Donc, une fois qu'on a nos contenus, la stratégie en elle-même, c'est quelque chose de primordial aussi. Qu'est-ce que je vais choisir comme canal? Est-ce que mon audience est bien dimensionnée? C'est essentiel aussi. Aujourd'hui, le micro-marketing fonctionne bien. Donc, le micro-marketing, c'est de se dire, est-ce que j'ai deux choix? J'ai le choix de diffuser de manière extrêmement large. Je vais renvoyer à tout le monde. Ou alors, je vais analyser mon audience, ma cible, de manière très précise et je vais diffuser mon contenu aux gens que ça intéresse. Ça fonctionne très très bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nos outils se sont développés énormément. On peut vraiment réduire et dimensionner nos canaux de diffusion vraiment très finement. Donc on peut vraiment cibler très spécifiquement une zone, même un appareil, un device, et même une catégorie de population, c'est très cible aujourd'hui, et donc ça évite que votre vidéo ou que votre contenu soit vu par des gens qui s'en intéressent pas. Et ça réduit bien sûr l'empreinte de la campagne de manière d'autant. Voilà, le contexte est très important, le contexte de diffusion, la technologie aussi, parce que ce qu'on sait moins, c'est que les émissions du transfert sont importantes. Ah, ok, alors attendez, on nous dit pour moi. Est-ce que vous entendez mieux? Ça doit être mieux, je suppose. Ah, super. Ok. Alors, je disais qu'effectivement, l'audience, c'est important. Donc, essayer de réduire son audience au maximum, la cibler, la dimensionner. Et je disais aussi que les émissions du transfert sont importantes, dans le sens où on le sait peu en fait, mais la différence entre un contenu diffusé en filaire, si vous avez la fibre, un contenu diffusé en Wi-Fi ou diffusé en 4G, il y a un facteur 7 à chaque fois. Donc, ce que je mettais, je crois, juste après, voilà. Il y a un facteur 7 et donc il y a un facteur 49 entre un contenu, enfin, dans les émissions d'un contenu diffusé en filaire jusqu'à un contenu diffusé en 4G ou en 5G. Et donc, une vidéo diffusée en 4G consomme 49 fois plus
produit 40 fois plus de CO2 d'émissions que le contenu diffusé en filaire. Donc voilà, c'est à savoir, si vous êtes chez vous, activez le Wi-Fi sur votre téléphone ou regardez les émissions ou les contenus sur votre ordinateur. Donc, pour analyser l'audience d'une campagne, il y a plusieurs leviers en fait. D'abord, pour réduire l'audience d'une campagne, il faut d'abord collecter les données, analyser les émissions. Donc pour ça, on a du tracking qui permet de savoir où est-ce que sont diffusés de contenus. Et nos leviers, en fait, c'est les données en elles-mêmes, ce que je expliquais avant, c'est-à-dire le contenu en lui-même, comment on peut, est-ce qu'il est bien compressé, est-ce qu'il est bien dimensionné. Le transfert, ce que je viens de dire là, c'est-à-dire sur quel canal il est diffusé. Et ensuite le terminal, sur quel objet, sur quel device, sur quel terminal il est diffusé. Est-ce qu'il est diffusé sur un ordinateur, sur un téléphone? Et enfin, le mix énergétique du pays. Et tout ça, avec c'est les 4 facteurs en fait qui composent les émissions d'une campagne. Donc voilà, on a fait un petit horizon de ce qu'on pouvait faire en termes de forme. Et voilà, on a essayé d'être dans le concret, hein, au maximum. Bien sûr, on peut s'étendre, on peut en parler des heures. Donc là, on a essayé de faire quelque chose des actions simples à mettre en place. Et maintenant, on va parler du fond en lui-même, le message. Donc nous, en tant qu'entreprise de communication, on a vraiment on se doit en fait, on se doit vraiment de travailler le fait de comment on va mettre en forme le message en lui-même. C'est-à-dire que nous, on se doit de vous accompagner sur comment transmettre votre message à la bonne audience et qu'elle soit bien reçue. Et en fait, on a une responsabilité, nous, en tant que créateurs d'images, du message qu'on fait passer, du message comment il est reçu. Donc la représentation, ce que j'appelle la représentation, c'est, par exemple, quand on va aller représenter une famille, on va créer une image, on va représenter une famille en hiver chez elle. Quels sont les objets dans lesquels on va la représenter? Dans le sens où est-ce qu'on va la représenter en t-shirt ou est-ce qu'on va la représenter en col roulé, par exemple? Hein, on va faire passer un certain message qui est on va éviter de surchauffer chez soi, par exemple. Est-ce qu'on va la représenter avec un 4x4 ou une petite voiture ou un vélo? Voilà, c'est des questions qu'on va se poser, même si on ne parle pas du tout de ça, quoi, hein. Donc ça, c'est le travail des imaginaires, c'est la nécessité qu'on a de transmettre des nouveaux récits et de la construction des nouveaux récits qu'on a aux générations futures et aux générations actuelles aussi. Donc la représentation, c'est super important. Il y a aussi une notion d'inclusivité naturellement, hein. Voilà, tous les messages doivent être reçus et doivent être bien reçus. Donc là, par exemple, ce que j'avais vu dans le métro il y a en ce moment, voilà, on est ce qu'on regarde. Heu, donc ça résume pas mal ce qu'on est en train de dire, hein. C'est-à-dire que tous les messages qu'on doit faire passer doivent être, passés avec responsabilité. Donc ça, c'est assez important. Et en tant qu'entreprise de communication, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. En tant qu'entreprise à mission, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de réfléchir et d'améliorer. Hem, donc voilà, moi je répondrai à vos questions plus précisément sur ces données-là. L'autre notion importante, c'est l'accessibilité en elle-même. C'est-à-dire que tous les médias que vous envoyez, que vous créez, le site internet aussi, hein, heu, aujourd'hui, se doit d'être accessible au plus grand nombre. Donc là, je vous ai mis 2 chartes d'accessibilité. Vous pouvez aller pour voir en plus en détail en fait, ces options-là. Et à droite, quelques grands leviers en fait, hein, auxquels penser, quand vous réalisez des contenus. Heu, donc en premier lieu, les couleurs, les contrastes, hein. Est-ce que mon contenu va être bien visible par tous et toutes? Le sous-titre classique, heu, l'audiodescription quand c'est possible et le texte de remplacement sur le web. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
Donc le texte de remplacement, c'est le texte qui est derrière toutes les images, hein. Voilà, quand on passe la souris sur un texte, il y a, sur une image, il y a un petit texte qui s'affiche, il y a un petit texte qui s'affiche. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les robots de Google aiment beaucoup ça, hein. Donc il faut, c'est aussi, améliorer l'accessibilité de son site internet, c'est aussi, faire un travail de SEO, hein. Donc c'est aussi, augmenter, dans les rangs de Google. Donc voilà, mais tout ça, on travaille ça aussi sur les vidéos, sur les contenus, sur les images. Il faut l'avoir en tête. Et de manière plus globale, il faut se demander: «Est-ce que mon contenu est aligné avec la transition écologique? Est-ce qu'il est aligné avec la transition énergétique? Est-ce que je vais, pousser à la surconsommation? Est-ce que, quel message en fait, quel comportement je vais susciter chez mon audience?» Donc ça, c'est pas facile à mettre en œuvre, enfin, tout est très malléable, donc là, on est moins dans le concret parce que faut adapter ça, au positionnement de l'entreprise, à l'audience, au marché. Donc effectivement, c'est là où les curseurs sont importants. Mais en tout cas, le message doit être passé sans greenwashing et ça, c'est une expertise aussi. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, dans le métro, il y en a encore, hein, Henken en ce moment. Hem Et donc ça c'est quelque chose d'important. Vous trouverez des contenus sur internet, pour vous expliquer, enfin plus en détail sur le greenwashing. C'est pour ça que je ne me suis pas étendu là-dessus. Mais je voulais plus, m'étendre sur les démarches RSE parce que c'est quelque chose qu'on nous demande assez régulièrement. Comment engager ses collaborateurs, dans sa démarche RSE? Comment, communiquer sur les actions, qu'on mène, que l'entreprise a mises en œuvre ou va mettre en œuvre? Et ça sans greenwashing. Donc ça, c'était quelque chose, d'important aussi que je voulais partager. Donc quelques grosses recommandations, générales. En premier lieu, c'est communiquer de manière transparente sur l'impact de son produit. Voilà, il faut être honnête. Il faut être honnête, c'est toujours payant en fait, l'auditoire, s'en rend compte. Hem Voilà, parler des analyses que vous avez faites, parler de la prise de conscience que vous êtes en train d'avoir et de communiquer sur les actions que vous avez déjà mises en place, pas les actions que vous allez mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose de primordial en fait, voilà, votre feuille de route, vous pouvez en parler, mais vous appuyez sur les actions, qui sont déjà mises en place par l'entreprise et toujours sur l'honnêteté, admettre des axes d'amélioration. Voilà, on a tous du travail à faire, donc c'est quelque chose d'important, pour l'image de votre entreprise par rapport à votre audience, de se dire: «OK, voilà, je sais qui je suis, je sais où je vais, et je sais le travail qui me reste à accomplir». Donc ça, c'est important. Le plus important, c'est de communiquer votre prise de conscience justement. C'est de se dire: «Voilà, je sais qui je suis et j'admets que j'ai du travail à faire et voilà et montrer le cap en fait, hein. Voilà comment je vais m'y prendre. C'est important aussi. Hem, donc oui, donc on peut passer peut-être aux questions. Je suis allé un peu vite par rapport à ce que j'avais prévu, Mais mais pas du tout, Adrien. En tout cas, merci pour le partage de ton expertise, hein, qui était finalement assez complet. C'est vrai qu'Adrien nous a parlé autant du fond, de la forme que du message. Si vous avez des questions à lui poser, bon, on peut se passer le micro peut-être comme Voilà, ça, c'est tout ça. simplement. Mais effectivement, si vous avez des questions à adresser à Adrien, n'hésitez pas. En tout cas, voilà. Les gens te remercient dans le chat énormément. Est-ce que peut-être, Adrien, comme toi, tu es cofondateur justement d'une entreprise de communication responsable, est-ce que tu aurais peut-être quelques exemples à nous partager sur le fonctionnement interne de ton entreprise? Comment est-ce que tu traduis ça finalement chez Yota? Alors nous, on a beaucoup travaillé, la gouvernance, hein. On est une entreprise, à mission qui a une feuille de route qui se construit depuis maintenant, 2 ans et demi, un peu plus. Hem, donc heu, donc ouais, la manière de concevoir,
de concevoir un contenu, c'est quelque chose qu'on a travaillé, on a essuyé des plats. C'est-à-dire, bon, les étapes en fait de co-construction avec le client sont essentielles au début. C'est-à-dire, on se dit, bon, où est-ce que vous voulez aller, quel message vous voulez faire passer, et en fait, on fait des échanges. Ce que tu me demandais, c'est plutôt le fonctionnement interne, par exemple, mais effectivement, ça peut se traduire par l'interaction que tu peux avoir avec tes clients, sur comment vous échangez, comment tu lances peut-être aussi, tout simplement. Alors nous, ouais, on a notre fonctionnement interne, là, c'est la façon de prendre des décisions en fait qui est importante chez nous. On a une façon un organe de prise de décision qui est partagé. Donc on a nos employés en fait sont extrêmement sont partie prenante de manière importante. En fait, tout est sur l'aune des 3 objectifs. On a le premier, c'est de faire de la communication responsable. Le deuxième, c'est le soutien des porteurs de projets à impact. Et donc, c'est à ce titre-là que, par exemple, la politique tarifaire qu'on met en œuvre, elle est à l'aune de l'impact de nos clients, par exemple. On a pas mal d'autres actions qu'on met en œuvre pour soutenir les porteurs de projets. On a du parrainage. Voilà, nos partenaires, nos clients en fait peuvent repartir avec un coupon de réduction qui remettent à des structures de leur choix, qui donnent accès à de la communication de très faible coût chez Yotta. On a des partenaires qui nous permettent de réduire l'empreinte interne de l'entreprise. Donc ça permet de réduire aussi l'empreinte des contenus en eux-mêmes. Tout ça en fait pour analyser les contenus qu'on produit, analyser l'empreinte de Yotta en elle-même et analyser l'empreinte des campagnes qu'on propose aux clients. Donc, le fonctionnement, il est en mouvement. C'est pour ça que, voilà. Oui, c'est pas quelque chose de figé, non. qui se fait tous les jours, finalement. Non, on a un comité de mission, en fait, qui nous aide voilà, très régulièrement à nous challenger, à nous dire, OK, comment on peut modifier les choses. Donc ouais, c'est malléable. Passionnant en tout cas, mais merci de nous offrir une petite fenêtre sur le fonctionnement interne de Yotta. Et du coup, tu donnais effectivement des exemples où tu arrives à soutenir les porteurs de projets à impact, avec peut-être justement ces propositions de petits coupons, ce genre de choses. Tu as d'autres idées d'actions comme ça sur lesquelles tu peux alimenter nos participants? Ouais. Alors nous, on soutient en interne des entreprises, on soutient en interne des associations. Bon, je voulais dire, on a une politique de tarifaire qui s'adapte à l'impact. Donc, est-ce que l'entreprise a fait un bilan carbone? Est-ce que l'entreprise est une entreprise à mission? Est-ce qu'elle est Bicorp? Est-ce que c'est une association? Voilà. Tout ça, ça fait ça donne droit à des réductions en fait, tout simplement. On a en fait, le troisième volet, c'est aussi le partage de nos valeurs. Et donc, à ce titre, on fait des événements dans nos locaux, on invite nos parties prenantes. On permet, en fait, on essaye de transmettre nos valeurs dans d'autres, comme je le fais aujourd'hui, par exemple. On essaye. C'est quelque chose d'important qu'on fait régulièrement. Et puis voilà, après, tous nos partenaires, on a un réseau de partenariats qu'on essaie de construire au fur et à mesure du temps, qui nous permet de réduire notre empreinte, mais aussi qui donne un bouquet d'outils en fait, à nos clients, dans le sens où on peut proposer de l'analyse de transition énergétique, dans le sens avec Zeil, qui est aussi un partenaire de BPI, je crois. Donc, par exemple, on propose à nos clientèles des réductions sur tout un panel d'outils pour analyser leur empreinte, pour faire un bilan carbone avec Samy, pour tout un panel d'outils qui permet d'analyser, d'avancer en fait, et de construire leur feuille de route. Donc là, tu nous as cité effectivement 2 de tes outils, parce que c'était une question qu'on avait dans le chat. Donc tu cites Samy, Zeil. Est-ce que peut-être tu as d'autres idées d'outils, ou tu peux peut-être revenir sur les slides avec, tu sais, les QR codes? On nous l'a demandé. Je peux essayer de vous remettre les liens également. Oui, Zeil, c'est intéressant, hein, vous pouvez les voir. Ça propose
d'analyse à la fois de son empreinte, mais aussi de sa gouvernance et de l'aspect social. Donc c'est assez intéressant quand on réfléchit à une politique d'entreprise au global. Et je crois que la première partie est gratuite, donc vous pouvez faire l'analyse. Et c'est plein d'indicateurs en fait, parce que quand on construit une feuille de route, ce qui nous manque, c'est vraiment les indicateurs. C'est de se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on va analyser et quels sont nos KPI, comment on va. Et en fait, il y a des gens qui, là, ça m'a vraiment aidé, nous, quand on a construit ça, c'est qu'en fait, les indicateurs existent. Et ces gens sont déjà gratuits, mis en ligne. En plus, on peut publier les preuves et elles sont analysées et ça nous fait un score qu'on peut ensuite communiquer. Voilà. Ce qui permet aussi d'avoir un annuaire. Vous pourrez trouver là-bas un annuaire de solutions à impact. Voilà, si vous voulez, c'est intéressant aussi. Et donc, vous pouvez aussi communiquer sur votre score d'entreprise. Donc, par exemple, nous, on a 99%, mais on peut encore faire mieux. Donc ouais, Zei, c'est assez intéressant. Et puis, alors, pour les bilans carbone, en ce moment, on fait avec Samy. Voilà, avant, on a fait Greenly. On essaie de voir, pour pouvoir faire des comparatifs, essayer de voir quelle est la meilleure méthode, parce qu'il y a différentes méthodes de calcul d'un bilan carbone. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à ce niveau-là aussi. Ça fait déjà pas mal d'idées d'outils gratuits. Donc, effectivement, Zei, tout à l'heure, on a parlé du site Eco-Index, hein, effectivement, pour aller mesurer aussi les performances de votre site et savoir s'il est aussi un peu plus éco-conçu. Samy, pour faire un premier bilan carbone. Je vous ai également partagé le site Climatomètre de BPI France qui permet en 15 minutes de faire une première estimation de votre bilan carbone, en sachant que ce ne sera jamais aussi complet hein, qu'une analyse ou qu'un bilan carbone plus robuste hein, qui va prendre plusieurs jours des fois à faire. Il y a également le site Green IT qu'on peut peut-être recommander à nos intervenants qui est assez sachant sur les enjeux du numérique responsable. Ça va englober plus de choses hein, que la communication responsable, mais ce sera aussi axé très numérique. Je vous ai également partagé la charte des bonnes pratiques de l'INS, donc de l'INR, pardon, de l'Institut du numérique responsable, où vous pouvez retrouver effectivement des premiers leviers d'action, comme l'a cité Adrien, des premiers indicateurs de mise en place aussi pour vous inspirer et aussi avoir une stratégie peut-être un peu plus structurée. Et puis sur l'entreprise à mission aussi, hein, il y a pas mal de contenu aujourd'hui pour aller comment aller vers ce statut-là, qui est un statut. Ça demande un travail de réflexion interne, mais c'est très enrichissant. Moi, je vous le conseille fortement. Ça permet de travailler sa gouvernance, ça permet de grandir hein, en tant que dirigeant et en tant qu'équipe dirigeante aussi. Voilà, ça permet de s'enrichir. Ouais, c'est très enrichissant. Voilà, moi je le conseille. C'est un premier pas et c'est contraignant, mais c'est que voilà, aujourd'hui nos clients viennent à nous aussi grâce à ça. Donc voilà, aujourd'hui pas mal de gens en recherche en fait des entreprises engagées et qu'ils le font avec des actions concrètes quoi. Donc ça vous permet de vous-même définir votre feuille de route, d'avoir des objectifs qui sont clairs. Et avoir un organisme indépendant aussi, c'est important, qui vient analyser où est-ce que vous en êtes dans votre feuille de route, votre parcours, et savoir si vous méritez de conserver votre titre d'entreprise à mission ou non. Voilà. Oui, c'est vrai que ça permet effectivement d'avoir un peu un organe, on va dire, de contrôle, un regard extérieur sur finalement les pratiques aussi internes. Et justement, tu parlais un peu de tes parties prenantes. Hein. Donc, une partie prenante, si on la définit, ça peut être aussi bien sur la partie clientèle que la partie peut-être un peu plus amont. Finalement, ta chaîne de valeur, ça peut être aussi tes prestataires, tes fournisseurs, peut-être tes sous-traitants dans une certaine mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à véhiculer ces valeurs auprès d'eux? Si oui, comment tu inities tout ça? Bah, à la fois, nous, on construit notre réseau en fait à cette aune-là, quoi, hein, sous cette réflexion-là. Donc effectivement, nos partenaires sont plus susceptibles d'être, nos prestataires sont plus susceptibles d'être prestataires quand ils sont alignés avec nos valeurs. Comme je l'ai dit, une bonne partie de notre clientèle aujourd'hui vient à nous aussi pour nos réseaux, pour nos engagements. Donc
Donc, dans ce côté-là, c'est clair. Et ensuite, nos partenaires en eux-mêmes, c'est aussi, nous, on essaie de construire de se rapprocher des entreprises à mission pour pouvoir proposer des offres communes entre entreprises à mission, parce que voilà. Quelque chose de packagé, tu veux dire? Ouais, c'est ça. J'en dis pas trop pour le moment parce que c'est en cours, mais effectivement, c'est une idée et c'est une idée qui fait mouche parce que voilà, avoir des expertises diverses, mais dans une même façon de penser finalement, en fait, c'est très efficace et ça peut être super utile, quoi. Donc voilà, c'est notre but, ouais. De mobiliser en fait toute ta chaîne de valeur, et effectivement je comprends que c'est des valeurs aussi qui sont induites dès le départ, en fait, au début de la réflexion. C'est ce qu'on fait en fait au jour le jour. Comme tu disais, on organise des événements avec toutes nos parties prenantes autour d'un thème en particulier, ce qui permet de créer des synergies. Ça permet de parler du thème en lui-même. La dernière fois, c'était le numérique responsable. Et voilà, donc ça permet que les gens puissent échanger, puissent se partager les bonnes pratiques et puis créer des synergies et conforter le réseau, en fait. Donc, et peut-être, tu aurais peut-être des idées pour nos intervenants, comment est-ce qu'on initie aussi cette création de réseau? Est-ce qu'il y a des endroits où les dirigeants peuvent se retrouver? Est-ce que c'est finalement à travers des événements comme BI, comme ceux que tu peux organiser de ton côté ou auxquels tu participes, que finalement ça se crée? Alors nous, je pense que c'est en parler au quotidien, en fait, en un sens. Nous, on a plusieurs réseaux. On a un réseau Entreprendre, voilà, le CJD, mais tout ça, c'est tout simplement, en fait, faire corps avec ses idées et les transmettre. Les transmettre, se dire, OK, moi je suis comme ça, moi j'ai envie d'aller vers ça. Et en fait, quand on en parle, les gens font, ah mais oui, moi aussi, en fait. Et donc, il faut en parler, il faut en faire... on peut aussi se dire que ça fait partie de notre ADN. Il faut admettre d'inscrire dans son entreprise un ADN qui soit, de transformer l'entreprise de son ADN pour aller vers un peu plus de, peut-être pas de sobriété, ou si on peut le faire, tant mieux, mais de responsabilité, quoi. Et à ce titre, l'entreprise à mission est vachement... Le parcours pour arriver à l'entreprise à mission est super utile, en fait, parce que ça te met la raison d'être qu'on est obligé de définir et de publier, d'inscrire dans les statuts. C'est quelque chose qu'on doit bien réfléchir en amont, avec toutes nos parties prenantes, surtout en interne de l'entreprise, bien sûr. Mais voilà, si on a des investisseurs, si on a des fondateurs, voilà, toutes ces instances-là qui font l'entreprise, qui pensent l'entreprise, peuvent prendre conscience et inscrire dans l'entreprise en elle-même des composantes qui sont responsables. Voilà. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir partagé tes conseils. Donc, on comprend que finalement, si vous souhaitez initier ces démarches, il y a pas mal de choses gratuites qui existent. Il y a déjà finalement le premier step à monter, les premières marches à monter, c'est aussi de regarder finalement ces pratiques et les inscrire dans les valeurs et dans la conviction, en tout cas, de vos collaborateurs, de vos parties prenantes. Pas mal aussi d'endroits finalement pour échanger, faire travailler l'intelligence collective autour de ces sujets. Je pense que ça fait aussi beaucoup avancer de faire confronter ces idées. Tu veux compléter Oui, de manière globale, en fait, pour réduire l'empreinte de son entreprise et de sa communication dans ce qu'on est en train de dire, c'est avant tout la réflexion en amont, c'est-à-dire la frugalité. Essayer de bien dimensionner ce qu'on est en train de faire, que ce soit un site internet, que ce soit un contenu, que ce soit voilà, un stand, peu importe, il faut l'adapter à l'audience. Voilà, si on peut faire des grands, ouais, c'est ça, adapter, frugalité avant tout, et essayer de formater son message pour qu'il soit bien reçu et pour que les messages induits qu'on fait passer soient alignés avec la transition. Voilà, c'est des grands... Bien sûr, c'est à voir au cas par cas. Bien sûr. Mais il n'y a pas un cas générique et après qui serait duplicable à grande échelle. Il faut aussi effectivement s'intéresser au marché visé, à la typologie d'entreprise, à la cible, au positionnement. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait peut-être le lien sur une question qui nous a été posée par Olivia sur justement un peu les réseaux sociaux dans ta stratégie, Adrien. Est-ce que par exemple aujourd'hui est-ce que Yota par exemple communique dessus? Est-ce que tu es beaucoup challengé par tes clients pour utiliser les réseaux sociaux? J'imagine que c'est un grand
grand chantier de transition et sur lequel qui aujourd'hui est très d'actualité. Non, c'est clair. C'est clair. C'est quelque chose auquel on a pensé et dont on a pas mal débattu en interne. Est-ce que nous, en tant qu'agence de communication, on se devait d'avoir d'être présent sur les réseaux. Donc là, l'entreprise est divisée en 2 catégories. Voilà, ça c'est clair. Et on a fait le choix, in fine, de ne pas être présent sur certains réseaux. Donc on a eu quelques contenus, mais on ne diffuse pas justement à l'aune des émissions de ces réseaux. Il faut savoir que Instagram et TikTok de très très loin, TikTok est le plus émetteur de très très loin. Ensuite on a Instagram. Et ensuite, en dessous, on a les autres. Quoi. Donc vraiment avec des gaps qui sont... entre le premier, le deuxième, et puis le reste, c'est des écarts. C'est vraiment très fort. Ce qu'il faut savoir aussi en tête en termes de réseaux sociaux, c'est que, bon, bien sûr, c'est la consommation des réseaux sociaux, c'est pas la diffusion voilà, c'est le fait d'aller, c'est le fait de scroller, en fait, qui crée des émissions. Mais bon, c'est bien de le dire. Mais en même temps, s'il n'y a pas de contenu, on ne va pas les voir. Donc voilà, c'est tout ça. C'est un cercle aussi. C'est ça. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de ne pas être présent, d'être présent sur LinkedIn, oui, mais sur les autres, non. Donc c'est toujours en interne. Il y a encore des débats et peut-être qu'un jour ça changera. Mais pour le moment, voilà. Parce que si notre audience n'y est pas, pourquoi? Voilà. C'est toujours la même chose. Est-ce que je vais partager à tous et crier sur les toits alors qu'en fait je peux chuchoter à l'oreille de gens qui sont plus susceptibles d'être intéressés? Oui, c'est aussi finalement revoir la conception un peu peut-être du mass marketing. On a tendance à vouloir toucher beaucoup de populations pour un retour finalement très petit, alors que là l'idée c'est, comme tu dis, aller chuchoter directement dans la bonne cible pour qu'il y ait un impact aussi plus fort derrière. C'est beaucoup plus efficace. Voilà, c'est plus d'efficacité, des économies de coûts. Ça permet aussi, ça permet d'économiser ses coûts, ça permet de formater son message. Les messages pourquoi c'est plus efficace? C'est parce que si on a différents messages avec différents canaux sur différentes audiences beaucoup plus ciblées, ça permet d'avoir un message qui est en un sens alors, plus efficace, oui, mais qui est plus resserré, j'ai envie de dire. On peut se permettre plus de choses parce que l'audience, elle est là. Et donc, on peut, au lieu d'avoir un message global, on a un message beaucoup plus resserré, j'ai envie de dire, précis. Et ça permet qu'il soit plus efficace parce que l'audience va être plus à l'écoute. Et on peut se permettre on peut être plus audacieux, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est-à-dire que plus l'audience sera courte et plus la stratégie sera définie, plus l'audace sera là et donc l'efficacité. C'est gagnant-gagnant finalement. C'est ça. Ça demande plus d'analyse en amont, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on est capable déjà d'analyser les campagnes, donc avec le tracking, mais aussi vraiment, sachez qu'on peut diffuser vraiment dans une région extrêmement locale. On peut diffuser dans un quartier de Paris si on veut, sur tel type de téléphone. C'est vraiment c'est étonnant, quoi. Oui, il y a aussi la technologie pour servir aussi ce besoin. Eh ben oui, et voilà. Et puis, c'est sûr. Et puis voilà, de manière globale, sachez que les vidéos, plus elles sont courtes, plus elles sont vues, donc plus elles sont efficaces. Donc voilà, les vidéos de 3 minutes, on va éviter. Et, et voilà, quoi. Ensuite, voilà, c'est les grandes recommandations, quoi. Après, il va falloir... tout est malléable et tout est adaptable en fonction de votre entreprise. Évidemment. En tout cas, merci Adrien pour ces conseils qui étaient très, je trouve, pratico-pratiques, c'est-à-dire que j'espère que dès aujourd'hui, nos participants vont pouvoir se lancer dans des actions de communication plus responsables. On va arriver du coup à la fin de notre masterclass. Je vous remercie chaleureusement pour les questions et voilà, pour avoir participé et de rester avec nous ce matin. Merci Adrien encore une fois pour ton expertise. J'ai cru comprendre qu'elle avait plu à notre audience en tout cas. Et vous pourrez retrouver en tout cas cette masterclass sur le replay de Big pour la re-regarder, retrouver les QR codes, les slides, les recommandations faites par Adrien. Si vous souhaitez poursuivre la discussion avec lui, n'hésitez pas à aller du coup sur le site de Yota, puisque vous avez compris, ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux et pour des raisons qui s'expliquent parfaitement. Et du coup, on va vous souhaiter une belle journée et un beau salon pour ceux qui sont avec nous en physique. Merci. Merci à tous.